Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire Panorama Info. C'est Hervé Choseville à l'antenne. La semaine dernière, j'avais évoqué la situation dramatique qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Nous allons rester cette semaine en Afrique équatoriale, mais nous allons passer de l'un des plus grands pays d'Afrique pour aller dans l'un des plus petits de ce continent. Un pays où j'avoue n'avoir jamais mis les pieds, contrairement à la République démocratique du Congo, et dont la plupart de nos auditeurs, je suppose, n'ont jamais entendu parler. Il s'agit de la Guinée équatoriale. Pourquoi est-ce que j'en parle aujourd'hui? Parce que le 20 novembre dernier, des élections présidentielles, législatives et sénatoriales se sont déroulées dans ce petit pays d'Afrique équatoriale. Pays étrange car composé d'un petit morceau de territoire continental nommé Rio Muni, coincé entre le Gabon et le Cameroun, et de 5 îles volcaniques éparpillées dans l'océan Atlantique. C'est sur la plus grande de ces îles, nommée Bioko, que se trouve Malabo, la capitale. Cette île, Bioko, est à peu près un peu plus de 4 fois plus petite que la Corse, 2017 km². Elle est fort éloignée de la partie continentale du pays. En effet, elle se trouve beaucoup plus au nord, dans le golfe du Biafra, à 33 km de la côte nord du Cameroun et non loin du sud-ouest du Nigeria. Autre étrangeté de ce pays, c'est le fait que la Guinée équatoriale soit le seul État au monde dont la capitale est située sur la partie insulaire du territoire, alors même que l'île où se trouve Malabo, Bioko, est bien plus petite que le Rio Muni, la partie continentale, et que l'élite politico-administrative du pays soit en grande partie originaire du continent. Enfin, dernière particularité de ce petit pays de 28 000 km² au total, dont la population n'est que de 1 400 000 habitants, c'est qu'il est le seul pays hispanophone du continent. Cet étrange pays est encore fort méconnu du grand public et nos grands médias n'ont pratiquement pas évoqué les élections du 20 novembre dernier. Les résultats de ces élections ont été annoncés le 26 novembre. Le Parti démocratique de Guinée équatoriale, au pouvoir, a emporté la totalité des sièges de l'Assemblée nationale, 100 sur 100. Aux élections précédentes, il avait obtenu 99 sièges. Il a donc amélioré son score avec un siège de plus. Et également la totalité des sièges au Sénat. Quant au président sortant, Teodoro Obiang Nguema, âgé de 80 ans, il a été réélu avec un score de 94,9% pour un nouveau mandat de 7 ans. Le taux de participation s'est établi officiellement à 98%. Teodoro Obiang Nguema est une autre particularité de cet étrange pays. Il est non seulement le doyen des chefs d'État africains, mais aussi, si j'ai bien fait les recherches dans ce domaine, il serait le 3e plus ancien dirigeant de la planète, après la reine Marguerite II du Danemark, sur le trône depuis 1972, et le roi Charles XVI Gustave de Suède, couronné en 1973. Mais ces deux chefs d'État scandinaves sont des souverains constitutionnels quasiment sans pouvoir réel, ce qui est loin d'être le cas de Teodoro Obiang Nguema, qui préside aux destinées de la petite République de Guinée équatoriale depuis le 3 août 1979, c'est-à-dire depuis le jour où il renversa son oncle, le dictateur fou Francisco Macias Nguema, premier président du pays, indépendant depuis 1968. Il n'hésita d'ailleurs pas à faire fusiller son prédécesseur 2 mois plus tard, après un très expéditif procès pour génocide. C'était pourtant ce même oncle
qu'il avait nommé général et placé à la tête de l'armée en 1969, avant d'en faire son ministre de la Défense en 1972. À ce titre, il était donc largement impliqué dans la répression sanglante de celui qui s'était proclamé président à vie. La Guinée équatoriale, avant son indépendance, s'appelait Guinée espagnole. C'était l'unique colonie de Madrid au sud du Sahara. L'île de Bioko fut découverte en 1474 par le navigateur portugais Fernão Po, qui la nomma Formosa, la Belle. Mais l'île portera finalement le nom hispanisé de son découvreur, Fernando Po. La seconde île du pays, Annobón, dont la superficie n'est que de 17 km², se trouve à 640 km au large du Gabon, très loin au sud de la partie continentale de Guinée équatoriale. Annobón doit son nom au fait qu'elle fut découverte un 1er janvier. En effet, le 1er janvier 1471, les navigateurs portugais João de Santarém et Pedro Escobar aperçurent une île qu'ils appelèrent Ilha do Annobón, l'île de la bonne année, d'où le nom actuel d'Annobón, qui correspond à la phonétique du nom portugais. Entre la partie continentale et les deux îles principales du pays se trouve un autre État, un État insulaire composé de deux îles, la République de Sao Tomé et Principe, ancienne colonie portugaise. Enfin, au large de l'estuaire du Rio Muni, le fleuve qui a donné son nom à la partie continentale du pays et qui délimite la frontière entre la Guinée équatoriale et le Gabon, il y a 3 toutes petites îles équato-guinéennes qui, avant l'indépendance, étaient administrées par l'Espagne de manière séparée et qui ont été rattachées à la Guinée équatoriale lors de l'accession à l'indépendance. Il s'agit de l'île de Corisco, 14 km seulement, et de 2 îles encore plus petites, inhabitées, Elobe Grande et Elobe Chico. Ces 3 îles sont revendiquées par le Gabon. Cette République de Guinée équatoriale est donc un bel exemple de l'absurdité de certaines frontières héritées du colonialisme. La majorité de la population, 70%, vit au Rio Muni, c'est-à-dire sur le continent. Les Fang, l'ethnie originaire du Rio Muni, constitue, avec 85,7% de la population, le principal groupe ethnique du pays. On y trouve également les Bubi, 6,5%, qui sont la population autochtone de l'île de Bioko, les Mdowe, 3,6%, et les Annobón, 1,6%, qui peuplent la petite île du même nom, et aussi les Bujeba, 1,1%. Les Fang sont donc l'ethnie dominante, c'est d'elle qu'est issu le président Obiang Nguema et la quasi-totalité des responsables politiques du pays. 93% des habitants sont chrétiens et 80% sont catholiques. Les îles de Guinée équatoriale, découvertes par les Portugais, demeurèrent longtemps contrôlées par le Portugal, qui les utilisait surtout comme îles de rafraîchissement pour leurs navires naviguant entre leurs possessions d'Amérique et d'Orient et l'Europe. Mais avec le traité de Santildefonso de 1777 et celui du Pardo de 1778, le Portugal céda à l'Espagne les îles de Fernando Po et Annobón et de Corisco en échange de la colonie de Sacramento en Amérique du Sud et d'autres territoires permettant de conforter les frontières du Brésil. Dans le même temps, l'Espagne se voyait accorder la liberté de commercer sur les côtes guinéennes depuis le delta du Niger jusqu'au cap Lopez, situé au Gabon actuel. En cette année 1778, une expédition espagnole partit de Montevideo afin de prendre possession des îles nouvellement acquises. Mais le peuple de l'île d'Annobón se souleva, ne reconnaissant pas la domination de l'Espagne, pas plus d'ailleurs que celle du Portugal. Puis, après le débarquement à Fernando Po, l'actuel Bioko, les membres de l'expédition furent décimés par des maladies tropicales et attaqués par les Bubi,
les insulaires de cette île qui ne reconnaissaient pas non plus la domination étrangère. Ces derniers événements provoquèrent une mutinerie et l'échec de l'expédition. Pendant de nombreuses années, la colonie espagnole ne sera donc pas effective. Ces territoires continuèrent à n'être que des escales à rafraîchissement. Et si quelques navires de Buenos Aires ou de Montevideo s'y arrêtaient, c'étaient surtout les navires anglais, portugais, hollandais et français qui les fréquentaient. Ce n'est qu'en 1856 que l'Espagne fonda officiellement la Guinée espagnole, initialement réduite au domaine maritime du golfe de Guinée et à son île principale. En 1858, elle envoya un premier gouverneur général à Santa Isabel, l'actuelle Malabo, dans l'île de Fernando Po, cette dernière bénéficiant un an plus tard du statut de colonie espagnole. L'Espagne rencontra bien des difficultés pour faire admettre ses droits de propriété auprès des autres puissances européennes qui, à la même époque, s'installaient aussi dans la région, la France au Gabon, l'Allemagne au Cameroun et la Grande-Bretagne au Nigeria. L'Espagne envoya le géographe Manuel Iradir y Bulfi, qui s'employa à partir de 1884 à annexer les territoires du Rio Muni en passant des traités avec les chefs locaux. La conférence de Berlin de 1884-1885 tourna au désavantage de l'Espagne, qui ne se vit octroyer que 180 000 km², sans compter les dépossessions dont elle fit l'objet sur le terrain de la part de la France. Face à ces récriminations, une commission franco-espagnole fut créée qui aboutit au traité de Paris du 27 juin 1900. Ce traité ne laissa à l'Espagne qu'un petit territoire de 26 000 km², correspondant au Rio Muni, partie continentale de l'actuelle République de Guinée équatoriale. Pendant la guerre hispano-américaine de 1898, l'occupation militaire américaine de la colonie espagnole fut très relative et éphémère, l'intérêt des Américains se portant davantage sur les colonies non africaines de l'Espagne, vaincues, les Philippines, Guam, Cuba et Porto Rico. En 1899, les Américains renoncèrent définitivement à annexer la colonie espagnole du golfe de Guinée, qui avait à leurs yeux de trop mauvaises infrastructures, des pistes mal entretenues et des maladies tropicales endémiques. Durant la période franquiste, la colonie espagnole demeura assez isolée. La métropole était bien loin et les échanges avec les colonies françaises ou anglaises voisines très limités. En 1939, l'Espagne franquiste proclama sa neutralité dans le second conflit mondial, tout en étant relativement favorable à l'Axe, tandis que la France libre prit le contrôle en 1940 de l'Afrique équatoriale française voisine. L'Espagne joua donc sur les deux tableaux. Les ports de la colonie servaient de relais ou d'escale aux navires britanniques ou français libres, mais ils accueillaient aussi les sous-marins allemands, à condition que les uns comme les autres ne s'affrontent pas dans les eaux espagnoles. En cas de rixe entre marins allemands d'une part et britanniques ou français de l'autre, la police coloniale espagnole expulsait les fautifs dans les 24 heures. De 1940 à 1945, les marins allemands purent envoyer du courrier en Allemagne via Malabo ou Santa Isabel. Les déserteurs étaient expulsés et livrés à leurs armées respectives. En 1958, le territoire devint autonome. 10 ans plus tard, en 1968, l'ancienne dépendance autonome de Guinée espagnole accéda à une indépendance pleine et entière et prit le nom de Guinée équatoriale. À l'indépendance, le pays eut à subir 11 années de folie sous la sanglante dictature de Francisco Macias Nguema, qui avait pourtant été élu démocratiquement en 1968 avec 62% des suffrages. Il ne tarda pas à s'autoproclamer président à vie, puis, je cite, « unique miracle de Guinée équatoriale ». Il n'hésita pas à rebaptiser l'île de Fernando Po pour lui donner son propre nom. Il s'en prit particulièrement aux Boubis, les autochtones de l'île. À l'époque, la Guinée équatoriale était un pays sans ressources, exsangue et misérable.
Sous le régime de Mathias Nguema, 100 000 Équato-Guinéens se réfugièrent dans les pays voisins, ainsi qu'en Espagne. 50 000 autres, surtout des Boubis, furent massacrés, tandis que 40 000 citoyens étaient soumis au travail forcé dans des camps de concentration. Tous ces chiffres sont énormes si l'on se souvient que le pays ne comptait pas plus que quelques centaines de milliers d'habitants à l'époque. Les médias occidentaux se gaussaient des frasques de Bokassa, le centrafricain, et d'Idi Amin Dada, l'ougandais, tous deux des dictateurs sanglants, mais il était rarement fait mention du maître absolu de la petite Guinée équatoriale, pourtant encore plus sanglant. C'est donc le 3 août 1979 que le général Teodoro Obiang Nguema, diplômé de l'Académie générale militaire de Saragosse, se décida à renverser son oncle. 43 ans plus tard, il est toujours au pouvoir. Durant son long règne, la donne économique changea radicalement à partir des années 90, lorsque de très importants gisements de pétrole et de gaz furent découverts au large du pays, qui devint rapidement l'un des premiers producteurs de pétrole d'Afrique. Il en est aujourd'hui le 3e producteur. Les hydrocarbures représentent 97% des exportations du pays. Les gisements qui sont exploités par la multinationale états-unienne Exxon mirent la Guinée équatoriale sur la carte du monde et attirèrent bien des convoitises. Le visage du pays a totalement changé. Si Santa Isabel, devenue Malabo en 1973, connue pour son architecture coloniale espagnole, est devenue une grande ville moderne d'au moins 200 000 habitants, la capitale économique et plus grande ville du pays est Bata, le grand port du Rio Muni sur le continent. Le pétrole constitue à lui seul l'essentiel des exportations équato-guinéennes, nous l'avons vu, et la balance commerciale du pays est, fait rare en Afrique, largement positive. Près de 5 milliards de dollars de revenus annuels contre moins d'1 milliard d'importations. Notons que le principal produit importé est la bière. Avec un produit intérieur brut de 21 517 dollars par habitant, la Guinée équatoriale est devenue le plus riche pays d'Afrique continentale. Seuls les Seychelles et l'île Maurice, 2 États insulaires de l'océan Indien, ont un PIB supérieur. Le visage du pays a bien changé avec ses infrastructures modernes et ses belles routes et avenues. Cependant, malgré cet apparent progrès, 70% de la population vit sous le seuil de pauvreté avec moins d'1 euro par jour. L'espérance de vie n'atteint pas 60 ans. La Guinée équatoriale est le pays qui a le plus grand écart au monde entre sa richesse et son indice de développement humain. Le pays se situait en 2021 au 145e rang sur 191 sur l'échelle de développement humain des Nations Unies. Comment expliquer une telle situation? Selon un opposant au régime qui vit en exil à Paris, la misère est la stratégie politique du pouvoir. Les immenses revenus pétroliers ont largement profité au président, à sa famille et à ses proches. Le fils du président, qui porte le même nom que son père, mais qui est connu sous son diminutif, Théodorine, a défrayé la chronique en France pour avoir été inculpé et condamné dans l'affaire des biens mal acquis. Obiang Nguema Jr., aujourd'hui âgé de 53 ans, fut élève d'un pensionnat en Normandie avant d'étudier à l'université de Paris-Dauphine. Il est diplômé d'une université de Malibu alors qu'il n'y est resté que 5 mois seulement. La justice française a découvert qu'entre 2004 et 2011, ce sont près de 110 millions d'euros qui ont été crédités sur le compte personnel de Théodorine. Certains de ces achats à l'étranger ont également été payés par des compagnies d'État où il occupe de hautes fonctions. Théodorine possède un appartement de 5000 m² au numéro 42 de l'avenue Foch à Paris. Ce petit pied-à-terre parisien comprend une discothèque et une salle à manger en corail. Cet appartement a été perquisitionné en février 2012 avant d'être saisi par la justice, ainsi que les 11 voitures de collection et le yacht de Théodorine. Au Brésil,
c'est sa collection de montres de luxe qui a été saisie par la justice. Afin de protéger son fils de la justice en lui faisant bénéficier de l'immunité diplomatique, le président l'a nommé vice-président en mai 2012. Théodorine est également devenu numéro 2 du parti présidentiel. En octobre 2018, il a été nommé général. Le mois suivant, il a présidé son premier conseil des ministres. Tous ces faits prouvent qu'il se prépare à succéder, le moment venu, à son père, soutenu en cela par sa mère, la très influente Constancia. En octobre 2017, Théodorine fut condamnée à Paris à 3 ans de prison avec sursis et à 30 millions d'amende pour blanchiment, abus de biens sociaux, détournement de fonds publics, abus de confiance et corruption. Il a en outre été condamné à la confiscation de ses biens. Son procès en appel s'est ouvert à Paris en 2019. Pour succéder à son père, Théodorine devra faire face à son demi-frère cadet, Gabriel Mbaga Obiang Lima, qui occupe le poste ô combien important dans ce pays pétrolier de ministre des Mines, de l'Industrie et de l'Énergie. Il est le fils d'une maîtresse santoméenne du président. On l'aura compris, la Guinée équatoriale est devenue le symbole de toutes les dérives des dictatures d'Afrique. Tribalisme poussé à l'extrême, népotisme, gabegie financière, gaspillage de ses immenses ressources, alors que la majorité de la population vit dans la misère. Tout cela sur fond de répression policière et d'assassinats ciblés d'opposants. Rappelons cependant que la longévité de ce lamentable régime et ses excès n'auraient sans doute pas été possibles sans la complicité, voire les encouragements de certaines multinationales et de gouvernements occidentaux et africains. Concernant les complicités africaines, il convient de signaler quand Teodoro Obiang Nguema a été choisi par ses pairs pour occuper la fonction de président de l'Union africaine de 2011 à 2012. Voilà ce que je pouvais dire, chers amis auditeurs et auditrices, sur ce petit pays qui symbolise tous les excès en plus de l'absurdité de ses frontières héritées du colonialisme. Et pour clore cette émission, pour la première fois sur ces ondes, je voudrais vous faire écouter un artiste équato-guinéen, Pepito Polo, qui chante Ella no insiste en espagnol. Ella no insiste, ella es una baby orgullosa, la dejas, perdiste. Esa tía te deja mal, ella no insiste, yeah. Ella es una baby orgullosa, la dejas, perdiste, chaval. Esa tía te deja mal, esa baby si te quieres que te quiere, entre 1.000.000 te prefiere, te tiene en un pedestal y te respeta. Ella es bandida pero contigo se porta bien y tú la tomas por tonta. La gente la viene con historias cuando estás bien y lo que diga no la importa. Ella te entrega su corazón y fácilmente se enamora. Ella sale de ese caparazón y se convierte en buena niña. Ella es chica fiel, no te miente, lo suyo no es ambiente. Ella te demuestra lo que siente, pero si se va es de esas que no vuelve. Ella no insiste, ella es una baby orgullosa, la dejas, perdiste. Esa tía te deja mal, ella no insiste, yeah. Ella es una baby orgullosa, la dejas, perdiste, chaval. Esa tía te deja mal, esa baby ya no quiere aunque la busques, ya no quiere aunque la gustes. No se olvide lo que hiciste, para ella ya no existes. Esa tía se pone dura cuando viene su orgullo y la consume. Ella nunca te deja ir si es que su corazón no lo asume. Ella ya no quiere que le hagan daño más. Esa baby ya no quiere nada más. Ella es chica fiel, no te miente, lo suyo no es ambiente. Ella te demuestra lo que siente, pero si se va es de esas que no vuelve. Ella no insiste, ella es una baby orgullosa.